Donc, c'est pour nous un réel plaisir de vous accueillir au programme Talk. Donc, qui est plutôt un programme dédié aux passionnés de la technologie et du développement. Donc, si vous êtes un débutant ou un expert dans le monde de la technologie, dans l'univers de la technologie, donc ce talk est fait pour vous. Dans ce talk, nous parlons un peu de tout qui concerne la technologie. Et pour ce premier talk, nous avons donc l'honneur d'accueillir un ami qui s'appelle Christian, donc il va nous parler de l'open source et c'est un sujet très intéressant que nous avons nommé Open Source Linux. Bonjour Christian. Alors, très rapidement, donc, je préfère que je te laisse te présenter ou on peut avancer dans les échanges. Alors déjà, cet échange, donc, nous aurons des questions et des réponses. Donc, s'il y a des experts ou je ne sais pas, ceux qui nous suivent, s'il y a des gens qui débutent dans l'univers Linux, donc n'hésitez pas d'écrire dans le chat. Donc, pendant que nous serions en train de discuter dans de cette talk, donc n'hésitez pas d'écrire dans le chat et nous aurons donc cette joie de vous répondre directement. Alors, donc, très rapidement, on va avancer avec des questions. Des questions par rapport à notre sujet qui est donc l'open source et l'open source Linux. La première question qui me semble beaucoup plus intéressant parce que généralement, pour ceux qui sont dans le monde tech, ils apprennent, voilà, même, donc là je vais parler même de mon expérience. Donc, on a tous eu cette occasion d'apprendre Linux au banc de l'école, à l'université. Donc, bien sûr, il y a ceux qui l'ont découvert déjà du fait que Windows occupe en partie. Donc, on parle du marché, il a 90% des personnes dans le monde utilisent Microsoft. Donc, Windows, je veux le dire, donc c'est ce qui représente peu de personnes qui exploitent réellement, donc, qui utilisent Linux comme un système des bureaux. Là, je te laisse partager un peu ton expérience, Christian, de comment as-tu découvert, toi, de ton côté, Linux? Ok, bon, merci. Bon, je me présente de nouveau. Bon, Christian Gabi. Je suis ingénieur en système d'information et merci David de m'inviter parce que c'est total quoi. Déjà, je me bien de préciser, Linux c'est un système d'exploitation au même titre que Microsoft Windows. Bon, Microsoft Windows, c'est celui qu'on connaît le plus. Déjà là, en ce moment, je suis en train d'utiliser Microsoft Windows pour voilà, échanger avec toi, échanger avec vous. Oui, on utilise généralement tous Microsoft Windows. Et il y a ce Linux-là, on se dit, bon, ok, Linux, c'est uniquement pour les pros, c'est uniquement pour les développeurs, pour les tech. Et il y a peu de ça. Bon, ceux qui ont appris généralement Linux, c'est plus à l'école. Et on a appris, voilà, bon, et à l'école, bien sûr, généralement dans les séances technologiques, ceux qui ont fait de la littérature ou au domaine, je pense pas vraiment qu'on les a parlé de Linux ou ils ont une idée de ce que c'est Linux. Donc, j'ai fait ça d'abord pour permettre de comprendre déjà ce que c'est Linux. C'est un système d'exploitation, au même titre que Windows. Donc, moi, j'ai découvert Linux. Pour ma part, j'ai appris Linux, comme tu l'as signalé, oui, moi je l'ai appris comme pour plusieurs, puisque je suis dans le domaine de la technologie. Je l'ai appris à l'école. Là-bas, je l'ai découvert ainsi. Et bon, ça le problème est que là, on a tendance à avoir des PC directement qu'on nous donne avec Windows installé à l'intérieur. Et voilà, c'est à nous de se rendre compte, en fait, il existe d'autres options. Un peu comme, bon, pour ceux qui ont l'habitude, bon, un peu comme il y a Apple, ceux qui sont familiers à Apple, ils ont les MacBooks. Là, au moins, ceux qui utilisent les MacBooks comprennent qu'il y a un système alternatif à Windows.
Oui, pour exemple, utiliser des termes, utiliser des noms pour pouvoir appeler ce type d'appareil. On ne dit pas un PC, on dit un MacBook. Et le reste, ce sont des PC. Mais le MacBook, c'est le MacBook. Voilà, on a le MacBook. Lorsqu'on dit à un utilisateur d'un appareil Apple que tu utilises, c'est quoi tes PC? Il dit non, c'est pas un PC, j'ai un MacBook. Voilà, ou un MacBook Air, etc. C'est juste qu'ils sont tellement contents dans leur bulle, dans la vie. Ça, j'utilise un MacBook et tout le reste, moi, j'utilise des PC. Mais dans les instances, pardon, mais dans toutes les PC, voilà, il y a Windows et il y a Linux. Moi, je l'ai comme j'ai découvert à l'école et bon, maintenant, je les utilise, etc. C'est généralement, je dirais, la majorité des personnes qui apprennent avec Linux, je dirais, à l'université. C'est c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, donc même lorsque j'essaie un peu de regarder mon parcours, et je pense que c'est également la même chose pour les autres. Voilà, c'est toujours Microsoft, plutôt Windows qui nous accueille, donc tous ensemble. Donc et déjà du fait que certains se disent, bien sûr, on va développer en fait dans ce talk, se disent que voilà, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus friendly, donc c'est pour ça que voilà, on se sent beaucoup plus à l'aise sur Linux, plutôt sur Windows, et on se lance facilement sur Windows. Donc, on va avancer dans notre talk. Mais qu'est-ce qui t'a donné réellement cette envie d'approfondir? C'est vrai que tu as découvert pour la première fois Linux au temps de l'université. Est-ce que tu avais. Est-ce que tu t'es, comment dirais-je, tu t'es senti très à l'aise pour continuer à approfondir tes connaissances sur Linux ou tu as commencé après tu t'es arrêté en quelque sorte? Bon, là je vais de mon cas. Bon, explique dans ton cas et ensuite on parle du mien. Bon, parce que moi, je dirais pour mon cas, par exemple, lorsque j'ai commencé à apprendre Linux, au départ, c'était un peu compliqué. Ce qui m'a beaucoup énervé, je pense que c'est aussi le cas de certaines personnes, c'est surtout l'installation. Bon, c'est vrai que l'installation, c'est le premier pas, mais ce qui vient après l'installation, le problème des drivers et tout, de comment qu'il faut commencer, qu'il faut voilà, commencer à exécuter au niveau du terminal pour installer les drivers, installer les packages qui ne sont pas installés au début. Tout ça, bon, déjà que j'avais pas commencé à installer au niveau tu vois, à faire une installation sur mon disque. Donc, j'avais créé j'avais virtualisé, oui, avec VirtualBox, je me rappelle encore, avec VirtualBox. Mais avec VirtualBox, je devais encore faire des configs, commencer à configurer des résolutions, installer des paquets. Et voilà, au début, c'était une casse-tête pour moi. Et je ne sais pas comment. Bon, c'est vrai qu'avec ça, au début, c'était un peu difficile, mais j'avais toujours cette envie-là de continuer à apprendre, de continuer à découvrir quelque chose de nouveau, parce que je suis déjà habitué avec Windows et je voulais changer. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu ce goût-là, cette envie de m'approfondir. Changer un peu. Voilà, d'approfondir mes connaissances, de changer un peu l'environnement et tout. Et je sais pas comment. Oui, bon, moi, ça a commencé avec la question de est-ce qu'il y a des alternatives? Lorsqu'on se dit est-ce qu'il y a des alternatives à Windows, c'est là qu'on te met à chercher les options, est-ce qu'il y a autre chose que Microsoft Windows, parce que lorsqu'on utilise, comme dit, on a l'impression qu'il n'y a que Windows qui existe sur le marché, il n'y a pas d'autres systèmes. Donc, la première question, c'était ça. Est-ce qu'il y a des alternatives? Et donc, je me suis rendu compte que, comme je l'ai parlé tout à l'heure, des MacBook avec macOS système d'exploitation.
Bon, là, et oui, à l'école aussi, on parlait plus de Linux, mais Linux dans ce domaine voilà, des serveurs. Bon, ceux qui ne sont pas des serveurs, un serveur, c'est juste une machine qui est hébergée à distance. Là, par exemple, on a fait du Switch, Switch correspond à des serveurs qui forcément doivent être tourner sur des machines Linux. Ça, c'est sûr. Exactement. Et il y en a très peu de serveurs qui tournent sur Windows. Normalement, les serveurs qui tournent sur Windows sont des serveurs, comment dire, où on se connecte avec des interfaces comme avec des RDP, le protocole RDP pour pouvoir travailler directement sur la machine. Mais lorsque c'est généralement un serveur de transfert de données, que c'est pour, par exemple, d'échange, c'est généralement des serveurs Linux. Bon, des systèmes, des machines qui tournent avec Linux, je veux dire. Donc, là, pour ma part, ça fait moi dans l'envie d'apprendre, c'est voilà, lorsque j'ai découvert Linux et qu'on m'a parlé, voilà, j'ai compris, oui, c'était plus sur les serveurs et que je me suis rendu compte que oui, on est capable de l'installer comment dire, PC. Donc, je l'ai installé. Si tu me permets, là, je vais partager cette interface-là. Oui. Donc, là, c'est visible. Oui, c'est visible. Donc, oui, je voulais partager. Là, par exemple, lorsqu'on vient par exemple sur Ubuntu.com, qui est, là, je vais mettre dans le chat, c'est lorsqu'on va par exemple sur le site ubuntu.com, là, on a la possibilité au fait, de télécharger, il existe bien la partie desktop, donc pour ceux qui veulent les laisser sur le PC directement, il y a la partie serveur, la partie cloud, la partie core, qui est plus généralement utilisée pour comment dire, IoT, les petits systèmes embarqués. Lorsqu'on vient la version desktop, on peut télécharger au fait Ubuntu. Là, il y a la version LTS, qui est la version Long Time, la version Start, en fait, la version Release, Long Time Support. C'est la version générale, la version qui est recommandée pour l'installation. Bon, et il y a aussi, bon, pour ceux qui veulent un peu, bon, là, cette version, généralement, elle est mise à jour tous les 2 ans. On se veut dire, si vous téléchargez par exemple cette version, vous aurez la prochaine mise à jour majeure dans 2 ans. Pourtant, si vous prenez toute cette version, qui est la version, on va dire, standard, là, vous aurez des mises à jour tous les 6 mois. Ça, c'est par exemple la Ubuntu. Donc là, on est pas arrivé dans Ubuntu. Bon, on peut utiliser, on peut voilà, faire plein de choses dessus. Ce qui m'a donné l'envie d'apprendre, bon, en fait, cette étape que je viens de présenter, c'est ce que, par exemple, voilà, on fait. Pourquoi je parle de Ubuntu? Parce que bon, Ubuntu est généralement confondu à Linux. Normalement, quand on dit Linux, on parle de Ubuntu. Bon, vraiment, c'est populaire. Voilà, lorsqu'on dit Linux, on dit Ubuntu. Donc, j'ai installé Ubuntu. C'est le kernel, en fait. Quoi donc? Linux, c'est le noyau, n'est-ce pas? Linux, exactement, c'est le nom du noyau, du corps du voilà, système d'exploitation. Maintenant, Ubuntu et tous les autres qu'on considérera tout à l'heure dans le stream, ce sont en fait ce qu'on appelle des distributions Linux. Les distributions, comme on le dit, c'est la façon de distribuer en fait, le kernel de la système d'exploitation. Oui, j'ai utilisé. Voilà, la question c'est qu'est-ce qui m'a poussé à approfondir? J'ai installé, j'ai utilisé Linux, le système en lui-même, et je me suis dit, bon, Ubuntu, la taille est pas du je trouve intéressant de ce qu'il offre. Et il offrait, il y avait en fait ce store-là, le Software Center, où on peut aller chercher cette application. À cette époque-là, il y avait pas encore le Microsoft Store. Donc, c'était un petit peu là, on va dire la petite différence qu'il y a entre Linux et Windows. Parce que là, sur Linux, on a un store où on peut chercher les applications directement. Un peu comme sur Android ou sur iPhone. On en passe sur le Google App Store ou bien sur l'App Store de Google Play Store. Oui, Google App Store pour, voilà, sur Android ou bien App Play Store Store pour Android. Play Store et App Store pour iOS.
EASTA pour iOS, exactement. C'est le centre en fait, de chargement des applications. Et pourquoi d'ailleurs, là, je une autre parenthèse sur Android et PC. Android, déjà, c'est Linux. Android est une distribution Linux, en fait. C'est une distribution de Linux. Donc, en fait, tous ceux qui utilisent Android sont déjà en train d'utiliser Linux. Bon, peut-être si vous n'avez pas voir ça, bienvenue dans Linux. Voilà, j'utilise dans Linux. C'est juste une distribution de Linux, donc ça s'appelle Android. Donc, voilà. C'est ça, en fait, en utilisant tous ces codes-là, en sachant toutes ces informations. Il y avait tout simplement une simple raison de continuer à chercher plus, à découvrir. Parce que, en fait, je voulais, voilà, taper ma curiosité et continuer à chercher. Voilà. Exactement. D'ailleurs, en parlant d'Android, euh, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui utilisent Android ne savent pas que c'est basé en fait sur Linux. Donc du coup, ils sont en train de manipuler Linux mais sans le savoir. Et au final, lorsqu'on découvre que c'est Linux, je pense que ça donne encore cette envie de découvrir davantage, d'approfondir ses connaissances sur, euh, sur Linux. Voilà, Tout à fait. je pense que c'est quand même intéressant. Alors, on va avancer dans le talk face à une autre question. Et là, c'est quand même une question, je dirais, assez intéressante. Euh, Les qu'est-ce questions que sont Linux, intéressantes ici. qu'est-ce que Linux t'a appris que tu n'aurais pas appris ailleurs? Parce que, Qu'est-ce bon, que déjà, Linux m'a appris? exactement, que tu n'aurais pas appris ailleurs. Parce que je prends le cas de Windows, le mindset que Windows communique, voilà, ou je dirais l'environnement que plutôt Windows offre. Je pense que lorsqu'on arrive sur Linux, on se sent un peu perdu. Je prends un exemple simple. Euh, L'installation, par exemple, d'une application. Hein? Sur Windows, on est déjà habitué à télécharger l'exe et à lancer une fenêtre d'installation et cliquer sur suivant, 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 bien sûr. Les valeurs sont paramétrées par défaut. Cliquer sur suivant et arriver jusqu'à l'installation. Et moi, je me rappelle lorsque je suis arrivé sur Linux et surtout la distribution Ubuntu, c'est ce que je me rappelle, c'est la distribution Ubuntu qui m'a accueilli en premier. J'étais un peu perdu parce que j'étais habitué à l'environnement Windows. Lorsque tu télécharges c'est le fichier .deb, parce que je me rappelle encore le fichier .deb, voilà, il faut exécuter le dpkg-i pour installer le deb. Bon, là, lorsque je sais pas, à chaque fois que je faisais des recherches, que ce soit sur le wiki, je crois, ubuntu.fr, ou je faisais des recherches sur YouTube, voilà, je tombais que sur des commandes, genre avec sudo, dpkg, voilà. J'avais pas encore découvert qu'il y avait une possibilité d'installer, genre avec simplement double-clic. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est venu après, je crois. Peut-être dans les versions, dans les versions ultérieures, cette possibilité est entrée. Donc, voilà, c'est apparu. Mais moi, j'avais toujours cette façon-là d'ouvrir le terminal et de l'installer. Du coup, je me sentais un peu perdu lorsque je me retrouvais face à d'autres packages auxquels il fallait installer sur Ubuntu. Tu vois. Donc, le mindset que j'avais appris, bon, là, lorsque je suis arrivé sur Linux, le mindset que j'ai appris de Linux et tout, a carrément changé un peu ma vision, ma façon de travailler, je dirais. Donc, je sais pas de ton côté, donc, qu'est-ce que tu as appris de Linux que tu n'aurais pas appris ailleurs? Bon, j'ai appris plein de choses sur les systèmes d'exploitation, plein de choses sur, bon, déjà, lorsqu'on est dans le monde de l'informatique et tout, quand on est dans le monde de l'informatique ou pas, tout simplement, déjà les appareils, tout, etc. En fait, les Linux, puisque en fait, les Linux, on va dire, ça te simplifie la vie et te complique la vie en même temps. En fait, c'est une sorte de curse et de bonheur en même temps. Voilà, c'est ça.
t'es à l'aise et pas à l'aise tout à la fois. Parce Euh, que tout est dynamique en fait, tout change au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Bon, Windows, c'est pareil, les choses changent. En fait, lorsqu'on quitte d'un système à un autre système, c'est normal de se sentir dépaysé, ça c'est normal. Moi, par exemple, là, si on me met un MacBook entre mes mains et qu'on me demande de l'utiliser, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas utiliser un MacBook. Déjà, je me rappelle, avait un ami qui est, voilà, j'ai essayé d'utiliser son MacBook, je n'arrivais pas. Je ne savais pas comment ouvrir l'application, je ne savais même pas comment ouvrir le gestionnaire de fichiers. Tout est différent. Oui, on a l'impression que oui, en fait, c'est uniquement Linux qui est bizarre, mais en fait, quand on quitte de Windows à Mac, c'est pareil. Ou lorsqu'on quitte de Mac à Windows, pareil. On est perdu, on ne sait pas où cliquer où. Par contre, lorsqu'on est déjà habitué à Linux, on est habitué à tout le reste. Exact. C'est ce qui est peut-être, on va dire, l'opposé n'est pas pareil, mais lorsqu'on est habitué sur Linux, on est habitué et sur macOS et sur Windows. Pourquoi? Parce que Linux n'a pas un standard. macOS a un petit peu son standard, lui. Lorsqu'on voit macOS, on voit une sorte de barre en haut, et ensuite une sorte de dock au milieu, tout en bas, où on a les applications. On a cette structure déjà standardisée. Les choses sont en endroit précis. Chez Windows, c'est pareil, on a une barre de tâches là, généralement une barre de tâches, voilà, qu'on a simplement là-bas, on a le menu démarrer, voilà. Ceux qui utilisent Windows vont dire, OK, j'ai un menu démarrer. Ceux qui sont sur Mac, ils disent, ah, lui, démarrer, c'est quoi? Moi, j'ai le menu là en haut avec des terminologies différentes. Mais sur Linux, on peut employer toutes ces terminologies comme on veut. Et que là, bon, je profite que je partage d'autres exemples, par exemple. Là, si je partage, pas des nouveaux, pourquoi pas. Là, je dis, OK. Là, c'est pas visible. Là, pour tout le monde. Par exemple, là, sur Linux, on a des différentes interfaces. Là, par exemple, on a GNOME avec GNOME, pas 12. Voilà, on a GNOME qui est cette interface graphique faite pour Linux. Généralement, Le desktop environment. Exactement, l'environnement de bureau. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser, par exemple, GNOME, Ubuntu, ceux qui installent Ubuntu, par exemple, installent au fait GNOME, parce que Ubuntu, au fait, c'est le kernel Linux avec GNOME installé dessus, d'où on a fait cette interface. Si vous voyez bien, bon, là, c'est pas bien fait, on a, en fait, GNOME ressemble à Mac, en fait, semble à Mac. On a une sorte de dock là en haut, on a un dock là en bas, une barre de menu en haut. En fait, si tu as l'habitude d'utiliser un Mac en utilisant par exemple Ubuntu, c'est pareil. Tu ne te sentiras pas dépaysé. Tu auras l'impression d'être à la maison. Quoi. Pour ceux qui ont l'habitude, par exemple, d'utiliser Windows, il y a un autre qui s'appelle KDE, qui est celui-là. Là, je vais mettre un petit peu. Là, avec KDE, est un petit peu, voilà, en fait, c'est carrément Windows, quoi. Ça ressemble à Windows. On a une barre de tâches tout en bas. On a des on menu démarre, c'est pas un menu démarre, mais on a un menu là qui nous permet au fait de lancer les différentes applications qu'on veut, etc. Donc, quand on soit avec quoi, sur Linux, en fait, comme je disais, on a des interfaces qui se trouvent des deux côtés. Se trouvent et sur Linux et sur Windows. Donc, en fait, étant sur Linux, là, je commence à me perdre, mais voilà, étant sur Linux, on a un environnement qui est presque similaire sur Windows, où on peut avoir
une interface qui est presque similaire à celui de Mac. Donc, on a habitué un petit peu à mais voilà un truc. Là, je réponds à la question, oui. Voilà, par exemple, des choses que Linux marque. Là, en fait, je vois que on a un système super personnalisable qu'on peut personnaliser à notre plaisir, à notre voilà. Par exemple, là, sur Windows, on voit là, sur le partage d'écran. Mon interface est sûrement pareil au tien, David. C'est sûrement pareil. On a une barre de tâches en bas, on a les fenêtres. Pourtant, si là, j'ouvre mon autre PC Linux, que je fais maintenant, mais bon, si je passe sur mon PC où il y a installé Linux, ça ne sert à rien de signaler ce que tu fais. Ça ne sert à rien de signaler ce que n'importe quel user va regarder en ce moment aura. Ça, complètement différent. Ça, on va dire c'est un truc, oui, Linux, ça apporte. Cette personnalisation en fait, de ton interface du bureau. Et lui, comme le dit au fait, comme le nom de talk sport, c'est voilà, on parle d'open source. Linux m'a fait ancrer dans le monde de l'open source. Quand on pourrait se demander c'est quoi l'open source, l'open source, c'est comme le terme le dit, c'est que le source de l'application, elle est visible à tout le monde. Là, visible dans quel sens? Bon, là, je peux par exemple aller GitHub. Là, on a par exemple, GitHub. Là, je prends cette page, par exemple, un de mes projets, là, cette page-là. Là, on a, par exemple, des projets comme celui-ci. Ou là, en fait, là, c'est un projet, par exemple, pas de Hyperland. Hyperland, là, c'est quoi, en fait, un environnement un desktop manager. Là, ça permet en fait, de gérer les fenêtres, mais pas un environnement de bureau complet. Donc là, par exemple, un petit projet que j'avais fait à Hyperland, ce sont des fichiers d'exploitation. Le résultat de cette image, par exemple. Là, lorsque par exemple, vous téléchargez ce projet, vous l'installez, ce que je fais là, vous avez en fait votre interface de bureau ressemblera un petit peu ici. Donc, ça c'est Hyperland. Et là, lorsque j'ai dit au fait le monde de open source, c'est d'avoir des comme celui-ci, des projets où le code est visible à tout le monde. Là, vous avez en fait l'entièreté de tout ce qui a été fait dans ce projet. Donc, n'importe qui, toi, David, des personnes qui regardent, pourrait aller sur ce projet et voir qu'est-ce qui a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas des virus, des trucs qui pourraient créer une sorte de backdoor dans les appareils des utilisateurs? Voilà, ça en fait, l'open source. Et il pourra contribuer, je pourrais ajouter, Oui, contribuer au projet. Exactement. Si vous faites accéder à ce projet, puis vous faites lire les règles d'utilisation et pouvoir contribuer. Lorsqu'on parle d'open source, il y a des licences, par exemple. Là, par exemple, ce projet donne une licence MIT. Oui, licence MIT, c'est quoi, en fait? MIT, la licence MIT donne un accès très ouvert au projet. Je veux dire que là, quiconque fait bien sur ce repository, comme on dit, pourrait copier mon projet, le reproduire selon son désir, et même le vendre s'il le veut, sans mon consentement. C'est ça, bon. Bien sûr, il y a des licences, il y a des licences. Ces licences, au fait, dictent au fait qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, qu'est-ce qui sont les interdits, au fait. Là, j'ai par exemple ce projet en licence MIT pour une liberté complètement ouverte au projet. Et quiconque au fait peut contribuer. Là, au fait, le projet fait quoi? Ça permet d'installer au fait et le configurer. Si là, j'ai oublié des trucs, par exemple, quelqu'un d'autre a installé ça sur sa machine et il a eu des problèmes, il pourrait corriger au fait ce problème-là et transférer le code source là, au fait, sur ce projet. Là, les prochaines personnes qui verront ce projet pourront le télécharger et voilà, avec les corrections faites. Pour là, voir aussi, on a 5. Ça, c'est un moyen, par exemple, GitHub, de pouvoir permettre de voir combien de personnes
en train de consulter ce projet, de voir comment dire son évolution et se dire, OK, s'il y a une mise à jour ici, tous ces gens qui ont des étoiles pourront au moins avoir des notifications de dire, OK, telle chose a été modifiée et est-ce que vous voulez vérifier, est-ce que vous voulez le mettre dans vos PC, etc. Donc voilà, c'est comment dire, cette ancrée dans le monde de l'open source que j'ai apprécié avec Linux. Et bien d'autres. Comme j'ai dit, le fait d'autres systèmes d'exploitation qui existent, de savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, de voir des différentes interfaces graphiques, comme par exemple avec GNOME et Tagger, euh, de voir aussi qu'il y a des alternatives, à toutes les applications qu'on a sur Windows. Comme par exemple, là je dirais, on a Microsoft Office, on a l'habitude d'utiliser Microsoft Office, on utilise soit oui, Microsoft Word, par exemple, là, si moi je t'envoie un document, là, je dirais, as-tu reçu mon Word? As-tu reçu mon Word? Tellement c'est devenu une sorte de standard qu'on dit, OK, est-ce que tu as reçu mon document Word? On ne dit pas, est-ce que tu as reçu mon document texte? Mais on dit le document Word. Et si je t'envoie une présentation, je ne vais pas te dire, as-tu reçu ma présentation? Je vais te dire, est-ce que tu as reçu mon PowerPoint? Je te demande, comment dire, une sorte d'abus de langage. On a dit, OK, tu as reçu mon PowerPoint, un peu tout ça. Donc, là, en fait, étant dans ce monde de la découverte de Linux et de l'open source, j'ai vu qu'il y a des alternatives. Là, je pourrais continuer à les présenter. Là, par exemple, OnlyOffice, qui est une superbe alternative à Microsoft. Ça, c'est un là, quand je dis gratuit, pas tous les open source sont gratuits. La majorité sont gratuits. La gratuits sont le code est ouvert et c'est gratuit pour votre équipe. Là, comme on peut le voir, là, on a OnlyOffice qui est très beau, qui a une interface, je dirais, très similaire à ce qu'on a sur Microsoft Office. Donc, si vous utilisez OnlyOffice, vous ne sentirez pas vraiment qu'il y a une différence ou que vous êtes en train d'utiliser notre application. Tellement c'est extrêmement similaire à Microsoft Office. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Pas besoin de payer une licence pour pouvoir utiliser Microsoft Office. Et puis, le simple fait d'utiliser ce open source, vous contribuez à ce ça, en fait, dans le monde de l'open source, on a ce qu'on appelle des communautés. Donc, vous contribuez au fait à la communauté. Bon, on va dire, OK, open source, communisme, on en entre dans la politique. Mais bon, pourquoi pas? Faisons un petit peu de politique. Là, dans la communauté, on a des applications, certains utilisent. Alors, je vois qu'il t'apporte, je dirais que c'est bien fait. En fait, je dirais que ces avantages t'ont poussé à t'approfondir davantage Exactement, le de fait découvrir que, carrément tout un monde à l'extérieur, quoi. exactement, voir qu'il y a tout un monde, tout un monde, oui, exactement, dans Linux. Le fait qu'il t'a ouvert les yeux à d'autres possibilités que tu ne connaissais pas. Yes, Il t'a exactement. également donné, je dirais, ouvert tes yeux au monde open source et découvrir tout ce qui existe dans le monde open source. Parce que parfois, lorsqu'on est sur Windows, ou je sais pas, macOS, on est parfois renfermé sur les outils qui existent dans ces environnements-là. Mais lorsque tu arrives dans le monde open source, tu découvres qu'il y a des alternatives, des solutions similaires, mais qui sont complètement gratuites. Et, et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on va continuer. On va continuer avec d'autres questions. Alors, par où commencer quand on veut se lancer sur Linux? Alors là, c'est pas facile quand même pour un débutant. On arrive sur Linux, on tombe sur cette multitude de distributions. Alors, on se pose la question, finalement, par où commencer? Par où commencer?
toi et moi, nous avons commencé différemment. Toi, tu as commencé avec Ubuntu, moi, j'ai Oui. commencé avec Ubuntu. Bon, d'autres, bon, là, il y en a comme il y en a plusieurs distributions. Si on va dans des forums, si on pose des questions Internet, là, par exemple, si je dis distribution pour débutants sur Internet, bon, certains vont recommander Linux Mint, d'autres vont recommander Ubuntu, Fedora, Arch Linux, d'autres diront Arch Linux. Exact. Par défaut, moi j'utilise Arch Linux, by the way. Mais oui, d'autres diront Arch Linux, mais moi je recommanderais à personne Arch Linux pour les débutants. Là, c'est carrément super. D'autres diront, bon, pour ceux qui ont déjà bien fait dans Linux, diront, oui, si tu as envie de vraiment comprendre le système, faut aller sur Arch Linux. Si tu passes sur Arch Linux, voilà, tu vas découvrir plein de choses. Mais pour des débutants qui ne comprennent rien dans le PC, l'ordinateur, tout ça, aller sur Arch Linux, c'est carrément, voilà, ça le fait, quoi. Tu vas me dire que ton PC et te demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu m'as envoyé ici. Donc, qu'est-ce que moi je recommanderais, c'est, comme toi et moi, nous avons parlé dès le départ, oui, je recommanderais à toute personne qui veut entrer dans Linux, Ubuntu. Bien sûr, lorsqu'on se met à faire des recherches sur Internet, les gens diront non, il faut pas aller sur Ubuntu parce que Ubuntu fait ci, et fait cela, etc. Mais ce sont juste des opinions. Je dirais, si tu veux découvrir, découvre par toi, va sur Ubuntu, installe Ubuntu. Déjà, Ubuntu, par le fait que ça soit un petit peu le standard de Linux, c'est très populaire, presque tout le monde l'utilise. Je dis presque tout le monde, voilà. Lorsqu'on parle Linux, on parle Ubuntu, voilà. Mais c'est pas, comment dire, voilà, on parle Ubuntu. Mais Et oui. oui, juste pour ne pas te couper, mais moi je vais peut-être compléter en disant qu'il faut se lancer voilà, sur Linux, mais tout en étant prudent, si bien sûr, donc je prends le cas d'une personne qui n'a pas un deuxième PC pour installer Linux, il pourrait par exemple virtualiser avec donc utiliser VirtualBox, un truc comme ça pour tester, découvrir. Parce que Bon, ouais, pourquoi pas? Bon, mais c'est pas tout le monde qui comprend aussi comment les trucs là de VirtualBox fonctionnent. Déjà, la virtualisation, ça c'est sûrement un thème qui vaut plusieurs. Et je dis, virtualisation, c'est possible de virtualiser un vidéoconférence, ça paraît bizarre. Donc, au fait, l'un des avantages ou des atouts que Linux apporte est que Linux est tellement si léger qu'on est capable de l'installer dans une clé USB. Donc, il suffit au fait de mettre les Linux grâce à un outil qui s'appelle Rufus. Par exemple, sur Windows, vous téléchargez juste un petit outil qui s'appelle Rufus. Et voilà. Après avoir téléchargé Rufus et téléchargé la distribution que vous voulez, par exemple, comme si c'était Ubuntu, il suffit voilà, d'ouvrir Rufus et de lancer, voilà, mettre le système dans la clé. Et voilà, vous avez déjà beaucoup de systèmes dans cette clé. Comment maintenant faire démarrer ça dans la machine? C'est juste d'éteindre le PC, de brancher la clé. La clé USB, bien sûr, sur le PC, sur la PC. Et lors du démarrage, bon, la majorité des systèmes d'exploitation des PC, je veux dire, c'est généralement soit F12, soit F9, soit F2. Lorsque vous démarrez, vous continuez à presser de façon répétée l'une de ces touches. Bon, je peux faire le nouveau, donc j'appuie généralement F12. Lorsque je démarre le PC, j'appuie directement F12 à répétition, jusqu'à ce qu'une fenêtre s'affiche qui me demande, qui m'indique que tu as choisi sur quel disque de stockage j'aimerais démarrer mon système. Là, dans ce cas, je choisis maintenant ma clé USB, et là, c'est Linux qui va démarrer. J'aurai Linux qui va démarrer directement mon PC. Je n'ai pas formaté ma machine. Tous mes documents sont encore dans la machine. En gros, j'ai le PC. Je n'ai juste qu'à éteindre mon PC, débrancher ma clé et je suis sur Windows. J'ai rien de cru. Mais là, ça te permet au moins de tester Linux sans changer quoi, sans supprimer quoi, sans bouger quoi. Tu testes Linux, tu testes le système, tu vois comment ça fonctionne. Ça te plaît, c'est bien. Ça ne te plaît pas. Tu passes à une autre discussion, et ainsi de suite. Tu trouves quelque chose qui te plaît, qui correspond à ton PC, bon, passer au truc là, des drivers. On parle des différents drivers, des pilotes du système.
Et c'est généralement ce qui pose le plus de problèmes lorsqu'on a cette installation. Lorsqu'on installe Linux, on a des petits différents. Pardon, et on a d'autres qui sont pas souvent compatibles sur nos PC. Donc, ça nous permet au moins là, en installant Linux dans notre clé USB, de pouvoir au moins tester la distribution qu'on a téléchargée pour voir si ça fonctionne avec notre matériel qu'on a. Si ça ne fonctionne pas, ça nous permet de tester une autre distribution, et ainsi de suite, parce qu'on peut conserver. Et on a niveau aussi, bon, l'un des trucs que moi je faisais avant que je décide de formater entièrement mon PC pour aller sur Linux, ce que je faisais, c'est que j'utilisais exactement ce que je viens de dire. J'ai acheté un disque SSD pour plus de vitesse. J'ai acheté un disque de SSD FN que j'ai installé au fait Linux dans ce disque-là. Donc, mon PC était toujours sur Windows, j'ai rien changé, mais j'ai installé Linux sur un disque de SN. Lorsque je voulais aller sur Linux, j'ai mon PC, redémarrer mon PC sur le disque de SN et je suis sur Linux. Ça me permettait de découvrir Linux, de lancer mes jeux vidéo sur Linux, de développer, de travailler sur Linux sans avoir formaté ma machine ou quoi que ce soit. Je l'ai fait ainsi pendant plus d'un an. Et ça m'a permis de découvrir plusieurs distributions. J'ai commencé avec Ubuntu, qui est, on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma première recommandation. C'était Linux. Mais avec le temps, Ubuntu, en fait, ne détectait pas, ne détectait pas ma carte réseau sur mon PC. Par exemple, ma carte Wi-Fi n'était pas visible. Normalement, je voulais prendre sur Linux. La carte Wi-Fi n'est pas visible. Doit n'arrive pas sur Internet. Là, c'est frustrant. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Bon, là, en fait, je me suis dit, mais Ubuntu n'est pas pour moi. Avec quelques recherches, voilà, j'ai découvert OpenSUSE. Bon, on a parlé de Fedora, j'ai parlé de Fedora, j'ai installé Fedora, mais c'est pas. Ça, j'ai vraiment collé avec moi, Fedora. Donc, je suis allé sur OpenSUSE, on m'a dit, à OpenSUSE, il y en a plusieurs variétés, il y a la version Thunderbird 8, qui est la version Rolling Release, qui est mise à jour fréquemment. Et on a la version OpenSUSE Leap, qui est la version qui est mise à jour de façon un peu plus lente, bien plus lente même que Ubuntu. Hyper lente dans la mise à jour, ce qu'on appelle les versions SATA. Donc, j'ai installé OpenSUSE et j'ai été conquis. J'ai été conquis sur OpenSUSE, la façon dont OpenSUSE s'installe. En fait, en installant OpenSUSE, on peut l'installer au Windows, ça s'installe de la même façon. Et sur OpenSUSE, ils ont ce gestionnaire-là qui s'appelle YAST. YAST qui est ce centre de commande de paramètres d'administration PC. Je crois que Graphiquement. c'est pas un gestionnaire de package. Non. YAST, le gestionnaire de package. Le graphical gestionnaire de package. Je parle pas de terminal. Parce que Oui, je pense c'est terminal, n'est-ce pas? Zip est exactement ce gestionnaire de package. YAST, oui, c'est la partie graphique. Mais YAST ne se limite pas au fait à la gestion de package. C'est carrément une sorte de command center. Un peu comme le control panel. On appelle ça en français. Panel de configuration. Oui, c'est ça. Panel de configuration sur Windows. C'est un peu comme ce control panel qu'on a sur Windows. En fait, OpenSUSE a fait YAST pour la distribution OpenSUSE. Donc là, en fait, étant sur OpenSUSE, j'avais une sorte de control center déjà installé dans mon PC. Donc, je me sentais chez moi, quoi. Mais je me sentais au passé, petite nuance. C'est que là, j'ai changé. En effet, j'ai quitté OpenSUSE parce qu'il y a un seul truc qui m'a forcé à se séparer. Parce que sur mon PC, je joue aussi à des jeux vidéo. Et j'utilise une carte graphique NVIDIA. Et ça, en fait, bon, quand tu es dans le monde Linux, il y a souvent ce problème avec NVIDIA. Généralement, ils sont sur Linux, on recommande généralement d'avoir un matériel sur AMD, pas sur NVIDIA.
parce que les drives NVIDIA sont généralement pas super compatibles avec Linux. Bon, maintenant, ça change, ça améliore, etc. Mais il y a des distributions qui sont encore à la traîne. Donc, c'est pas ouf pour le moment. Donc, oui, moi, avec ma carte graphique NVIDIA, OpenSUSE, ils ont décidé de partir avec, comment je vais dire ça, avec la release standard, comme on dit, la version prod du driver. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le bon thème à utiliser. Parce que, par exemple, lorsqu'on est sur Windows, chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a des mises à jour du driver sur Windows et NVIDIA très fréquemment. Mais sur les versions stables, sur Linux, c'est un peu trop lent, hyper lent. Au point qu'on se demande, il faut attendre un an pour avoir une mise à jour de driver. C'est un cap. Donc, et c'est en fait qui m'a fait changer, qui m'a fait quitter Opus. Parce que Opus, ils sont allés sur la version stable du driver de NVIDIA. Donc, lorsqu'il y avait des corrections au niveau du driver qui allaient m'apporter plus de fonctionnalités sur le NVIDIA, moi, je ne les avais pas. Je ne pouvais pas les avoir. J'étais obligé d'attendre des mois pour avoir la mise à jour qui allait corriger mon problème. Donc, je me suis dit, non, je ne peux pas attendre. Je ne suis pas prêt à attendre. Déjà, l'une des raisons pour laquelle je suis allé sur OpenSUSE Tomb 8, c'était parce que Tomb 8 me mettait des mises à jour plus récentes, très fréquemment. Bon, je ne recommanderais pas d'aller directement sur Opus, Tomb 8, mais j'ai dit pour ma part, je suis allé sur Tomb 8 parce que ces mises à jour fréquentes, c'est le bonheur. Au fond, toujours mon bonheur. Le simple fait d'avoir des mises à jour fréquentes me permet d'être au niveau des dernières versions de la logiciel que j'utilise, ce qui me permet de pouvoir développer des produits pour des futures versions, des futures versions standards. Mais on a toujours l'impression que lorsqu'on a des mises à jour un peu fréquentes, ça crée une instabilité. Potentiel, je ne refuse pas. Mais en fait, c'est la même chose qu'on a sur Windows. Pour ceux qui sont habitués sur Windows, on a des mises à jour fréquemment. Donc, pourquoi dire quoi? Se priver, c'est qu'il y a une grande différence au niveau de Linux, quoi. Il n'y a pas cette grande différence là. Donc, tout à fait. Donc, voilà, c'est pour cette raison que j'ai quitté OpenSUSE pour aller sur Arch Linux. Pourquoi je suis allé sur Arch Linux? Parce que contrairement à OpenSUSE, sur Arch Linux, j'avais pas cette restriction au niveau du driver de ma carte graphique NVIDIA. Je n'avais pas cette restriction. Je pouvais directement télécharger des drivers déployés. Et j'avais la correction directement sur mon PC. Pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Donc j'avais ma correction immédiate. Ça c'était une bonne chose, ça c'était quelque chose que j'aurais souhaité. Mais aussi, la raison pour laquelle je suis c'est parce que là, au moins, avec mon passage sur Ubuntu, passage sur Fedora, passage sur OpenSUSE, j'avais déjà appris plein de choses sur Linux. J'avais déjà appris les différents packages, avoir par feu activé. J'avais déjà compris ce que c'est un gestionnaire de package, comme la cité. C'est quoi un package? Généralement, on n'a pas l'habitude d'utiliser Windows, mais Windows aussi a un gestionnaire de package qui s'appelle WinGet. WinGet. Et là, si je ne me trompe pas, c'est dans la ligne de commande. Parce Exactement. Il n'y a pas que WinGate, il y a également Scoop, ce que j'ai découvert. Il y a Scoop, il y a Chocolate, voilà, exactement. Il y a Chocolate, exactement. Mais si on revient un peu à notre question, si tu peux recommander, je dirais, au max 2 distributions, je ne sais pas, au moins une distribution que tu pourrais recommander pour un débutant qui souhaite se lancer sur Linux. Je l'ai répété à maintes reprises ici. La distribution que je recommande pour tout débutant, bien sûr, ce que je viens de dire, c'est Ubuntu.
Mais en fait, et c'est avec le temps que chacun va découvrir son chemin. Là, je suis en Exactement. train de C'est penser, ça. par exemple, Je je sais lançais mon un, chemin à un moi. départ. Mon chemin est passé Ubuntu, ensuite, comme j'ai dit, Fedora, après Fedora Opus, et maintenant je suis H Linux. Parce que voilà, j'ai voulu ma voix jusque-là. D'autres personnes utilisent Ubuntu et resteront là. Ou ils auront Ubuntu et diront non, ça marche pas pour moi. Ils vont aller sur Fedora, Fedora ça marche pas pour moi. Ils vont aller ainsi de suite. Peut-être qu'ils vont quitter Linux. Ça Oui, serait triste, mais voilà. ou ils vont Ça faire arrive. comme moi. Ils sont arrivés à Arch Linux et ils ont quitté Arch Linux. Ah bon, voilà, on peut essayer à Mais toi, tu es resté. tu restes tout à fait. Parce que H Linux, c'est, comment dire, c'est le chaos et la liberté à la fois. On a chaos et liberté tout en un coup. On dit souvent avec liberté et chaos, on a le libertinage. Pourquoi pas? Moi, j'aime ce libertinage. Ça me permet au moins de construire mon système tel que je veux, selon mon plaisir. J'installe ce que je veux installer. Je supprime ce que je veux supprimer. J'ai pas de limite sur Windows, même sur Ubuntu, parce que Ubuntu, c'est comment dire, c'est le point d'entrée pour les utilisateurs qui veulent utiliser Linux. C'est très similaire. Au fait, c'est un système, on va dire, simplifié à l'utilisation de Linux. D'où les gens qui viennent, les personnes qui viennent sur Linux utilisant Ubuntu, pour certains, si tu quittes, par exemple, si tu quittes, tu es en train de quitter Windows parce que tu cherches plus de liberté, ok, Ubuntu va te donner un petit peu cette façon de liberté. Mais c'est partiel. C'est une satisfaction partielle. Ça sera pas de longue durée. Parce que oui, tu as dit, en flip. Mais toi, tu te rends compte que sur Ubuntu, tu es contraint par les mises à jour qui vont être faites. Tu es contraint par, par exemple, là, ce que les gens détestent un petit peu sur Ubuntu récemment, c'est le fait qu'il y ait Snap. Il y a ce Snap qui est sur gestionnaire de paquets Gestionnaire de ou paquets. gestionnaire de paquets virtualisé, containerarisé, bon, dans des conteneurs, en fait, sur Linux. Et plusieurs personnes n'aiment pas ça. Parce que Ubuntu, ils ne font qu'au fait de pousser les utilisateurs à utiliser Snap. Donc, même toi qui ne peux pas utiliser Snap, Canonical, qui est derrière Ubuntu, va vous pousser à utiliser Snap. Bon, lorsqu'on va aller par exemple sur Fedora, on va voir Flatpak, qui est un autre voilà, format de package. Voilà, on va aller sur des Flatpak, etc. Là, en fait, pour la raison pour laquelle moi je suis resté sur Arch Linux, c'est parce que j'ai cette liberté. Sur Arch Linux, je peux installer Synapse si je veux, je peux installer Flatpak si je veux, je peux aussi les désinstaller si ça me déplaît. Et voilà. Je suis libre de d'installer ce que je veux. Mais comme j'ai bien expliqué tout à l'heure dans mon chemin jusqu'à Linux, j'ai commencé d'abord par Ubuntu. C'est pour ça que je recommande Ubuntu. Et Ubuntu, il est comme j'ai dit, il est synonyme à Linux. C'est pour ça que je recommande à n'importe qui Ubuntu. Et parce que c'est simple à utiliser, c'est un peu comme le Windows, on n'aura pas l'impression que c'est trop différent ou difficile à utiliser. Tout se fait avec une interface graphique. Et avec le temps, on pourra, voilà, faire son chemin. Il y a d'autres personnes. Là, si je prends l'image que tu es en train de présenter là, sur cette image, là, je vois par exemple, il y a Solus qui est là, il y a le logo de Solus, le logo de Manjaro, il y a le logo de EndeavorOS. Il y a des personnes qui sont Solus. Moi, j'ai jamais fait Solus. Mais moi, je me dis, il faut être désolé, je ne veux pas dire le mot, mais faut aller sur Solus. Un Quand geek. même, là. Peut-être un geek. Ah, les mots me manquent. Peut-être que Moi, il y a des geek. distributions, honnêtement, je n'ai jamais testé. Je le vois, mais je me dis, mais bon, est-ce que je vais finir par le tester un jour? Il y en a tellement plein, au final, je me dis, mais par où voilà, qu'est-ce que je dois tester, qu'est-ce que je ne dois pas tester? Peut-être que c'est ce que les débutants se posent aussi lorsqu'ils voient tout ça. Ils disent, mais où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais utiliser au final? Au point où on se sent comme dans voilà, comme dans l'univers, alors, l'univers Linux.
Et on peut continuer dans notre enchaînement de questions. Et là, je te demande quelle est ta distribution préférée. Mais c'est évident, je viens juste de répondre, quoi. Ah, Je viens juste de répondre. Bon, ça c'est un thème, bon, je vais essayer de relativiser, de nuancer. Bon, tu me connais déjà, j'aime pas être répété, quoi, à l'absolu sur les thèmes que j'emploie. Euh, j'ai testé Ubuntu, j'ai testé Fedora, j'ai testé OpenSUSE, qui a été mon grand. J'ai beaucoup aimé OpenSUSE. Et mhm. là, je suis Arch Linux. Là, tu me dis, voilà, c'est quoi ma distribution préférée? Là, c'est carrément ouvrir un débat. Là, je pourrais dire, Tu es dans je- une, je dirais, dans un état de balance. À chaque fois, tu changes. non, je Je suis sais pas pas, là, je suis pas, surtout pas au point de changer, tu je préfère balances pas à de chaque fois que tu as micro-copie. besoin de quelque chose ou t'es pas statique. Non, je suis pas, en fait, je change pas de distribution, juste comme ça. Non, j'ai déjà trouvé ma maison c'est Arch Linux, je change pas. Mais en fait, je voudrais rappeler que les distributions Linux sont là pour répondre à des problèmes spécifiques. Ils sont là pour pouvoir, veut dire quoi, corriger des problèmes qui ont apparu dans l'humanité. Et voilà, c'est pour répondre à ce problème-là qu'il y a des distributions qui sont nées. C'est ça, en fait. Ubuntu était là, elle est là pour la simplicité, pour le welcome des nouveaux venants. Voilà, tu viens là, tu connais pas, tu utilises Linux. Voilà, c'est bienvenu, quoi. Mhm. Et là, par la suite, on a eu Linux Mint, ou Linux Mint, comme tu dis. Voilà, un Linux Mint qui est là. Linux Mint, lui, il est venu pour pouvoir résoudre nos problèmes. Le problème est que, oui, puisque Linux est basé sur Ubuntu. Vu qu'il y avait des gens qui utilisaient Ubuntu, mais Ubuntu est génial. Problème, il y a Snap. Là. Et il y a l'interface qui n'est pas plaisante pour tout le monde. Comme j'ai dit, Ubuntu, il a un design qui est un petit peu proche de macOS. Mais pour ceux qui viennent de Windows, va dire, ce design-là, il n'est pas pour moi. Il est un petit peu proche à macOS, il n'est pas proche de Windows. D'où, c'est ça d'où vient en fait l'idée d'avoir créé Linux Mint. Avec Linux Mint, on a une interface qui ressemble à celui de Windows 7. Non, n'est pas ressemble un petit peu parce que Windows 7 un petit peu C'est vrai famille que ou... c'est simple, ça a l'air d'être. On se sent sur Windows, quoi. Donc, Voilà, ce qui est on a voilà. la barre des tâches, on a Exactement. double-clic et tout. Et voilà, Linux Mint aussi a ce truc-là, il m'a enlevé Snap par défaut. Donc, quand tu utilises Linux Mint, tu n'as pas Snap par défaut, tu peux l'installer si tu veux. Voilà, et ils ont... voilà. C'est ça, ils sont venus résoudre un problème spécifique. Fedora, pour utiliser Fedora, c'est une distribution qui est focalisée sur l'open source. Par défaut, quand tu installes Fedora, les applications que tu as dans le dépôt du software, dans le software manager dont j'ai parlé, tu as que des applications open source, pas plus. Maintenant, tu peux installer des applications propriétaires en activant un dépôt communautaire qui s'appelle RPM Fusion pour utiliser ces dépôts-là. Voilà. Mais voilà. Et voilà, chaque distribution répond à un problème spécifique. Pour ma part, moi, je suis maintenant, je dirais ma maison. Maintenant, c'est Arch Linux pour des raisons spécifiques. Comme je viens de dire, Arch Linux est maintenant ma maison parce que oui, après avoir découvert toutes ces autres distributions, j'ai trouvé une distribution où je peux construire mon système selon mes préférences. Là, j'ai pas besoin de... En fait, si j'ai envie d'avoir un système qui ressemble à Ubuntu, j'ai Arch Linux. Si c'est un système qui ressemble à Linux, j'ai Arch Linux. Je veux un système qui ressemble à Fedora, j'ai Arch Linux. C'est ça, en fait. Arch Linux, je peux reproduire tous les systèmes, toutes les distributions que je veux. Donc, C'est pour ça, en fait, que je suis resté sur Arch Linux, quoi. je pense que dans ce cas, c'est clair, je sens qu'il y a un fan, un partisan
de Arch Linux. Donc, Bon, on mais va il on y va a, il y a, il avancer y a dans les plein de questions. chemins pour arriver jusque-là. Oui, donc je sens que si on s'arrête là, peut-être tu vas donner autant d'avantages pour nous pousser à se lancer Bien aussi dans sûr, Arch Linux. c'est à l'infini, là. Quand même. Moi, je me rappelle, j'avais peur lorsque je suis arrivé pour la première fois sur Arch. Je l'installe, tout d'un coup, je vois un écran noir où je dois taper des lignes de commande pour installer l'OS. Et je me dis, non, Bienvenue, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai même pas bienvenue dans encore, l'univers. je suis même pas encore arrivé comment, à la fin, j'ai des lignes de commande déjà au début. Et je dis, mais attends, c'est trop pour un débutant. Ok, on va avancer dans les questions. Et ça, c'est ce que les gens se posent, euh, c'est-à-dire qu'ils se posent généralement cette question, donc est-ce qu'il faut savoir coder, est-ce qu'il faut être je dirais un ingénieur IT pour se lancer dans Linux, est-ce qu'il faut être un geek? C'est généralement ce que les gens se posent. Alors, je ne sais pas ce que toi tu peux répondre à ça. Est-ce qu'il faut être un geek? Est-ce qu'il faut? Non. Est-ce que c'est bien d'être geek? Ben oui, bien sûr. Est-ce que c'est considéré qu'au moins des coups de pied, c'est ce que tu as prévu? Mais est-ce que maintenant, nous sommes en 2025, est-ce que c'est une obligation d'être une sorte de développeur, d'un codeur pour pouvoir utiliser Linux? Moi, je dirais non, plus maintenant. Comme j'ai dit, il y a des distributions telles que, là, j'ai écrit dans le chat, on a par exemple Zorin OS, on a Zorin OS, on a Je Ubuntu, crois que Zorin, ouais, si j'ai toujours on a Zorin OS, on a Ubuntu, on a quel autre là? Même Fedora, je dirais, moi, Fedora, c'est un petit peu, c'est des J'aime débutants. beaucoup l'interface de Zorin OS. Ils ont C'est très beau, un c'est très UI beau. qui est magnifique. Je sais pas si tu as toujours le partage, tu peux montrer un peu Euh, l'interface. bon, ok, je relance ce partage. J'aime beaucoup le. Attends. Je pense pas que faut continuer. Ouais, c'est bon, je vois ton écran. C'est bon. Là, on a, comment dire, Il paraît que c'est même un peu proche de Windows. non, c'est proche autant, c'est aussi proche de Windows Côté que de UI, macOS. ouais, côté UI, Proche des deux, au fait. Ce qui est bien avec Zorin OS est qu'ils ont fait une sorte de faire de customisation hyper élevée au fait du truc. Là, on peut voir des différentes interfaces. On a un design voilà, typique un petit peu à Windows. Je ne sais pas où encore ils l'ont mis. Je regarde. Là, voilà, si vous voulez jouer des jeux vidéo, au fait, tout est configuré. Vos PC viennent avec NVIDIA, AMD, Intel, ils ont tout. Au fait, avec Zorin OS, tu as l'impression. Au fait, je dirais, bon, là, je pourrais même encore changer mes recommandations. Je pourrais dire, si tu es débutant en Linux et que tu as envie de découvrir Linux, bienvenue sur Zorin OS. Zorin OS, c'est Linux simplifié au maximum, au Je grand crois que c'était maximum. basé sur Ubuntu ou bien. Exactement, c'est basé sur Ubuntu. La raison pour laquelle je n'ai pas recommandé Zorin OS au tout début, parce que Zorin OS est basé sur une, on va dire, une version un petit peu obsolète de Ubuntu. Là, comme je vous montrais tout à l'heure, Ubuntu est à la version 24.04 LTS. Ça, c'est la version qui est sortie l'année dernière, en 2024, en avril 2024, la dernière version LTS de Ubuntu. Mais par contre, Zorin OS qu'on a est encore bloqué à la version 22. Et encore bloqué à la version 22 de Ubuntu. C'est ça le problème là. Même avec OS, c'est ça. En fait, ils sont bloqués à une version un petit peu trop antérieure de Ubuntu.
D'où les différentes mises à jour qu'il y a eu entre-temps. Bon, bien sûr, ils ont des mises à jour de sécurité qui sont faites, mais les différentes mises à jour de fonctionnalité, ils ne les ont pas. Ils ne sont pas ces mises à jour de fonctionnalité. Ça ne veut pas dire que le système ne fonctionne pas correctement. Si, ça fonctionne. Le problème est que oui, il y a, comment dire, une interface graphique qui est un petit peu, voilà, démodée à mon avis. Bon, il y a des fonctionnalités, etc., mais bon, voilà, il y a des trucs qui manquent, à mon avis. Voilà, il y a des trucs qui manquent. Donc, il y a ZoreOS, euh, qui est super bon pour les débutants. Nul besoin de savoir coder pour pouvoir, voilà, par exemple, utiliser ZoreOS. Ubuntu, son interface, j'ai encore ça là. Pas de l'accueil. Ubuntu, voilà, qui est assez friendly pour les débutants. Tout est ouvert. Donc, nul besoin de savoir coder pour pouvoir le faire. Il y a Linux Mint qui est aussi là. Tout ouvert pour les débutants. Nul besoin de savoir coder pour pouvoir le faire. Donc, voilà. Maintenant, si on approfondit et aller un petit peu plus loin, pourquoi pas? Déjà, en étant sur les réseaux, on apprendra plein de choses. Je dirais, on apprendra plein de choses que ce qu'on apprend sur Windows. Sur Windows, c'est un petit peu, c'est guidé et c'est le chaos en même temps. Parce que, comme tu l'as dit, pour installer les applications, on passe sur le site officiel, on télécharge un fichier exe, on double-clique et on installe. Exact. Mais voilà, mais le problème est que là, il faut faire confiance. Alors, on a eu un petit souci technique. Ah, Mais je crois que tu as été coupé tout à l'heure. là, on m'écoute toujours. Oui, ouais, c'est bon. Voilà. Juste si tu peux relancer le partage, oui, c'est bon. Non, pas de souci. Oui, c'est bon. Donc voilà, Mhm. est-ce qu'il faut savoir coder pour utiliser? Non, je dirais ça va. On n'a pas besoin forcément de savoir coder, mais on apprend les choses avec le temps. Mhm. Ok, comme ça on peut avancer. Je pense que tu as répondu, tu as donné d'ailleurs des exemples pour aider ceux qui se posent aussi la même question, savoir s'il faut coder. Voilà, il y a des distributions qui sont vraiment friendly. Et si vous êtes, je dirais, vous avez passé beaucoup de temps sur Windows, vous avez cette vision de Windows et vous voulez vous lancer dans Linux, voilà, il y a des distributions, ZorinOS, Linux Mint, qui vous offrent déjà cette interface euh, pour vous retrouver sur le monde Linux. Alors, une autre question, quel outil utilises-tu le plus souvent? Donc, bien sûr, là, je vais prendre toujours Arch Linux parce que vu que c'est la distribution. Quel outil, par exemple, que tu as découvert sur Arch Linux et, euh, et dont tu es devenu fan, je dirais? Terminal. Je reconnais le symbole. Voilà, Voilà. c'est le cas de tout le monde. Bon, Le pour ceux truc qui que nous j'ai écoutent. découvert, c'est que je suis pas sur le terminal. Ah bah oui, je suis sur le terminal tout le temps. Le plus Tout le souvent. temps, là, parce que je suis sur le terminal. Même sur Windows, lorsque je viens sur Windows, terminal. C'est tellement... Ou bien on a l'impression que le terminal ne fait pas. Mais lorsqu'on commence à faire quelques trucs, voilà, on commence à s'y plaire. Je crois que cette question-là introduit la question suivante. Alors, vu que c'est le terminal, parle-nous des commandes préférées, de tes commandes préférées. Bon, la commande préférée, il y a LL, Mhm. Pour, il y a, comment dire,
pour voir commande, le dossier, le fichier pour dans voir le... la liste des Oui, fichiers et dossiers qui se trouvent dans un répertoire, la commande 4, 4 par exemple, pour voir ou bien fichier rempli file name, là, par exemple, on a la commande 4, ou bien si on veut, je sais pas, déplacer des trucs, on va utiliser NV, moi, folder. une commande que j'ai beaucoup aimée, je me rappelle, ça fait longtemps que je l'ai utilisée, c'est locate. Je sais pas si tu connais, locate. Je crois que bon, à moins qu'il n'y ait pas d'update. En fait, la commande permet de, de rechercher dans le système un fichier. Donc, tu mets par exemple locate et tu mets le nom du fichier, il te cherche, il te montre l'emplacement de ce fichier-là. Ouais, c'est vraiment, c'est un gain de temps en fait lorsqu'on cherche un Bon, fichier. pour chercher des fichiers, moi j'utilise directement la commande find, je cherche le truc, souvent. Bon, après, il y a Ouais, plusieurs ouais, bon. commandes pour chercher. Il y a plusieurs commandes Linux, etc. Bon, cette commande-là, bon, voilà nos trucs. Et oui, lorsqu'on apprend ces commandes Linux, lorsqu'on revient sur Windows, bon, c'est un réflexe. Moi, j'utilise les commandes sur Linux, les commandes de Linux sur Windows, grâce au shell. Parce qu'on ouvre le PowerShell, là, voilà, on peut utiliser ces mêmes commandes Linux là directement sur PowerShell, ça marche. Oui. Donc oui, là, j'utilise, bon, bien sûr, si je pousse encore un petit peu plus loin la question que tu m'as posée, oui, quelles sont les applications que j'utilise? Il y en a plusieurs. J'utilise le terminal, bien sûr, mais comme j'ai dit, il y en a OnlyOffice, que j'utilise par exemple comme alternative euh, à Microsoft Office. À Microsoft, non, j'ai écrit directement dans le chat aussi pour ceux qui sont intéressés. Voilà. On a Office pour Microsoft Office. On a, je dirais quoi? Bon, bon, vu que je suis dans le code, on a Visual Studio Code, que j'utilise beaucoup. Euh, quoi d'autre? Si, bon, voilà, ah oui, vu que je fais aussi du graphic design, il y a Git, que certains diront c'est une alternative à Photoshop. Photoshop. Bon, on va, bon, durant la maison Adobe, bon, Adobe Photoshop, ou bien il y a, c'est quoi là le truc? Inkscape, Inkscape. Inkscape, ou bien qui est une alternative à Adobe Illustrator, ou bien il y a Krita. Bon, je ne sais pas à quoi c'est alternatif, mais Krita c'est une meilleure application. Meilleure, je dirais même c'est le standard pour le dessin, pour dessiner sur les appareils, quoi, sur ordinateur, quoi. App pour dessin, pour design. Et il y en a quoi que j'utilise encore. Bon, voilà quelques que je pourrais citer. Il y a VLC, yeah, bien sûr. Il y a VLC qui est tout simplement un autre meilleur outil, comment dire, de vidéo, pour lecture vidéo. D'accord. Voilà. Il y en a quand même de... Donc, voilà quelques alternatives voilà, d'outils que j'utilise sur Linux et que j'utilise aussi sur Windows. Comme j'ai dit, tous ces applications que je viens de citer là, tous sont disponibles sur Windows aussi. Je dirais, oui, en fait, beaucoup sont disponibles sur Windows aussi. Voilà. Donc, je les utilise sur Windows et sur Linux. Alors, la question suivante, c'est quand même relié aussi aux outils, savoir si tu utilises Linux.
dans ton travail. Bon, c'est vrai que surtout au niveau où l'entreprise utilise Windows, c'est vrai qu'on doit se conformer, disons, au travail. Mais il y a des secteurs, par exemple, et des domaines où, bon, disons, des domaines où ils ont cette chance-là de travailler avec Linux. Je sais pas, dans ton cas, est-ce que tu l'utilises ou c'est plus personnel? Si, oui, je travaille beaucoup avec des serveurs, je fais du cloud computing et tout. Donc, oui, je travaille directement sur des serveurs Linux. Et à la maison, je travaille majoritairement sur mon PC sur Linux. Donc, ouais, je travaille aussi sur Linux au boulot. Exactement. Mais c'est plus dans le domaine, plus côté serveur. Je ne le fais pas plus, je travaille pas sur mon PC Linux directement, mais c'est plus côté serveur, machine à distance. D'accord. Alors, là, on peut passer à la question suivante. Est-ce que Linux est utile? Tu penses que Linux est utile pour les techs tout comme les non-techs? C'est-à-dire les personnes euh, voilà, qui ne sont pas familiers avec le monde de la tech. Là, tu parles de l'utilisation de Linux dans l'environnement courant ou utilisation de Linux tout court? Bon, je pourrais dire dans un environnement quoi, comme un système de bureau. On n'est pas. Oui, bon, dans un système, dans l'environnement de bureau, utiliser Linux permet, voilà, comment dire, d'avoir un petit peu de liberté. Comme je disais tout à l'heure, une liberté dans son système. Dire, OK, ce système, il m'appartient. Je suis libre de faire ce que je veux dessus. Je suis Oui, libre de le modifier, de le configurer, de le présenter à mon image, selon mes préférences. Chose qu'on n'a pas sur Windows, chose qu'on n'a pas sur Mac. Et aussi, côté données privées, la partie privacy, Linux, au fait, ne collecte pas nos données sans notre permission. Et d'ailleurs, généralement, la majorité des distributions ne collectent même pas des données. Et pour ceux qui collectent des informations, par défaut, c'est désactivé. C'est qui a activé la collecte de données selon vos utilisations. Donc, ça, voilà, on va dire, c'est pour moi de côté, on ne parle pas d'utilité. Oui, Linux vous donne complètement une sorte de liberté sur vos données, sur comment vous utilisez votre PC. Là, c'est qu'on va de côté non-tech. oui. Côté, bon, tech. Côté technique, maintenant, oui, bien sûr, en tant que développeur ou ingénieur, voilà, le simple fait de pouvoir installer, d'entrer dans la racine du système, de partir dans le terminal et tout, ça donne une sorte comment dire, de rapprochement. Un contrôle, une maîtrise. Un contrôle, exactement, oui, une sorte de rapprochement entre humain et machine. Et Oui. de pouvoir, oui, de se rapprocher un peu plus proche, de voir comment les choses fonctionnent, de comment les choses sont traitées en arrière-plan. Donc, ouais. D'accord. Donc, je pense qu'on s'approche lentement et sûrement vers la fin de notre talk. Ah, Mais il y a déjà des questions. Je pense que pour s'intéresser ceux qui nous suivent, donc savoir est-ce que, parce que donc, là, je rappelle également, d'ailleurs, j'informe ceux qui nous suivent que Christian partage des blogs, des articles euh, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a, parce que moi, je regarde aussi sur ton portfolio. Je pense que ça peut être aussi l'occasion de partager, si tu veux bien, donc, je dirais le lien vers tes blogs, comme ça, s'il y a des gens qui veulent lire un peu ce que tu fais. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que tu as des recommandations? Est-ce que tu as des chaînes, par exemple, que tu pourrais recommander à des débutants? Euh, Pour moi, par exemple, bon, je me rappelle lorsque j'ai commencé disons, lorsque je me suis lancé dans le monde de Linux, il y avait, j'avais commencé par des vidéos, j'ai oublié la chaîne,
J'ai commencé par suivre des vidéos tu vois, des commandes de terminal. Je me rappelle, il y avait une vidéo d'une heure, je crois, 1 heure ou 2 heures, et je passais le temps dessus pour maîtriser les commandes de terminal. Et il y a aussi Adrien qui partage quand même de bonnes choses sur sa chaîne, parce qu'il est vraiment full Linux. Il y a également Foss, je sais pas si tu vois, oui, Foss, oui. Partage aussi ils partagent d'ailleurs des bonnes choses sur leur chaîne. Euh, il y a aussi, quoi, j'ai oublié encore, c'est quelque chose là, pour les noobs, c'est un peu comme ça. Ils partagent, ils partagent quand même comment, des tutos sur, voilà, sur Linux pour le monde francophone. Donc, il a quand même de bonnes choses en fait. Et moi, je me rappelle, je partais souvent sur sa chaîne pour découvrir les bases de Linux, apprendre quand même des commandes intéressantes, avoir une idée sur les distributions. Donc là, je te laisse. Ah, je vois déjà que tu as partagé le lien dans le chat. Oui, oui, oui. Là, il y a par exemple, comme tu as dit, il y a DiscoWatch, il y a mon blog, il y a eSports, qui est lui pour je t'en connais là pour les news, si tu as des Tu as Linux. partagé ton écran? Tu as partagé, non? Non, non, je ne partage pas l'écran. Là, j'ai mis les liens directement dans le chat, donc Ah, d'accord. tu veux le voir. Alors, il y a eSports, il y a The Linux Experiment, qui est une chaîne, bon, c'est Nick qui la présente des feuilles. Il y a The Linux Cast, il y a même Vince FF qui est sur YouTube. Voilà, c'est pour le côté francophone. Il partage la partie Linux et gaming et tout, voilà. Non, il y en a beaucoup en fait, Oui. de créateurs de contenu sur Linux, quoi. D'accord, très bien. Je pense que ça pourra déjà aider les gens. Euh, alors, donc, je pense que la question suivante, c'est déjà répondu. Donc, c'est le premier lien, hein, si je crois. Oui, c'est le premier lien que tu as Le partagé. premier lien d'ailleurs. Oui. Donc, c'est le tout premier lien. S'il y a des gens qui veulent lire les articles que Ouais, Christian faut a juste aller publiés, sur, voilà, participer. Christian Coventry, là, tu vas voir, faut pas t'attacher. Voilà, .github.io, vous pouvez consulter tous ces articles. D'ailleurs, il publie le plus souvent donc, sur Linux. Ouais. Et je pense qu'on est arrivé à la fin. À la Ah, fin. déjà? Oui, à la fin des questions. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est pour nous un réel plaisir de pouvoir partager avec vous nos expériences. Merci à Christian d'avoir partagé tes expériences sur l'open source, bien sûr, sur Linux. Je pense que ce moment d'échange a été très bénéfique pour tout un chacun de Je nous. l'espère. Et si vous avez bien sûr des questions ou si vous voulez apprendre davantage, vous pouvez voir les ressources que Christian vient de partager ou pourquoi pas voir plutôt ces articles et l'écrire, bien sûr, Avec plaisir. voilà, le contacter donc, pour avoir voilà, plus d'informations ou plus d'orientation. Et si vous êtes nouveau donc, sur la chaîne, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parce que des vidéos comme ça, nous en ferons plein alors, parce que sur Doucovery, donc c'est un espace où nous allons partager une connaissance sur la tech. Il n'y a pas que le Do Talk, il y a aussi d'autres activités. Il y aura le live coding, il y aura bien sûr des tutos, des démonstrations qu'on va commencer à Tout à faire. fait. Vraiment, c'est un espace qui est dédié, voilà, dédié à la liberté tech. Donc, il y aura des recherches, il y aura des démonstrations, il y aura
de l'innovation, voilà, tout ce qui a trait à la technologie. Welcome to the freedom. Yeah. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine. Bien, et David, merci. Bon, à la Voilà. prochaine. À la prochaine.